Salut tout le monde, bienvenue à Coup Critique. Je m'appelle Francis, on a Félix-Antoine, Pierre-Philippe et la nouvelle, la merveilleuse Annabelle. Ouais! C'est vous braque. Salut tout le monde, merci d'être là encore pour un autre épisode de Coup Critique, le podcast où on s'amuse à discuter de tout ce qui a trait à notre passion qui est le jeu de rôle. Grosse semaine, gros épisode qu'on va avoir à propos d'un petit livre qui est sorti vraiment inconnu pour les fans de D&D. Mais avant tout, souhaitons la bienvenue à Annabelle. Merci beaucoup, Annabelle, de te joindre à l'équipe de Coup Critique. Merci beaucoup. Merci. Merci, Colin de Magaillé. Ben oui, puis d'ailleurs, vous avez peut-être pu voir Annabelle dans La Garde partagée, l'espèce d'aventure, notre nouvelle série, dans le fond, d'aventure D&D orchestrée par le beau Félix-Antoine. On a vraiment eu du fun. Mais Annabelle, j'aimerais ça peut-être que te permettre de t'introduire à la communauté. Peux-tu nous parler un peu de ton background et de toutes ces affaires-là? De toutes ces affaires-là. Ouais. Ben oui, écoutez, je suis un peu la nouveau-née du groupe au niveau du jeu de rôle. C'est pas exactement mon plus gros background personnellement. Straightforward avant tout, moi je suis comédienne. J'ai gradué de l'École supérieure de théâtre en 2019 à l'UQAM. J'ai cofondé avec une belle gang de fous une compagnie de théâtre qui s'appelle Les Impairs et où est-ce qu'on travaille énormément la réécriture de classiques. Donc, on est tous des créateurs, on est des auteurs, on est des comédiens, on est metteurs en scène et compagnie. Donc, moi, je suis bien là-dedans. Et dans les dernières années, j'ai eu la chance aussi de m'introduire aux jeux de table. Donc, jeux de société, je partage ma vie avec un animateur du Randolph Pub Ludique à Montréal. Donc, pour moi, c'est quelque chose que je n'ai pas le choix d'endurer, les jeux de table, et que j'ai fini par apprécier. Donc, peu à peu, j'ai quand même aussi développé, un peu comme un bon vin, là, mon goût du jeu. J'ai appris aussi à aller plus profondément que Monopoly. Et donc, personnellement, mes jeux que j'aime beaucoup, c'est des jeux de stratégie, des jeux un peu plus longs, où est-ce qu'on a des personnages, des jeux d'énigmes aussi, je trouve ça le fun. Puis des jeux de deck building. Donc, je trouve ça très, très, très cool, ça aussi. Donc, le gagner, c'est le fun. Aussi, en parallèle à tout ça, je suis une bonne gameuse de jeux vidéo. J'ai une collection de consoles. Mon copain a une collection de jeux. Fait qu'on les deux, on s'allie très bien ensemble. Et depuis à peu près 1 mois et demi, je fais du Twitch. Donc, je stream des jeux vidéo sur Internet en live. Et fait que ça me permet de passer un peu le confinement aussi, là, de ne pas virer fou tout seul là-dedans. Fait que un et l'autre, c'est allié, jeux de rôle, jeux vidéo, tout ça est rentré ensemble. J'ai goûté un peu aux jeux de rôle un peu plus tôt dans l'année 2020, avant qu'on n'ait plus le droit de faire ça en vraie personne. Il va être méchantise. J'ai roulé des dés, puis après ça, on m'a dit que j'avais plus le droit de faire ça avec d'autres personnes. Fait heureusement, c'est ça. Fait que toute bonne chose arrive vers Félix-Antoine qui me contacte et qui me fait signe. Est-ce que ça tente de joindre à cette équipe-là? C'est sûr, j'avais un petit stress au début de me dire, Colin, j'ai pas fait ça souvent. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Je pense que la garde partagée, ça a été un beau petit baptême de renouveau vers le jeu de rôle avec vous autres. Puis c'est ça qui est ça. C'est ça qui est moi. Ben, merci beaucoup d'avoir joint les rangs de Coup Critique. Et je crois que tu apportes beaucoup de fraîcheur, mais surtout, tu amènes beaucoup le regard de beaucoup de néophytes au jeu de rôle aussi, qui ne sont pas nécessairement comme nous, là, des personnes qui ne font que penser à ça non-stop. C'est intéressant parce que c'est notre baromètre. Genre, tu peux nous dire calmez-vous. Ouais. Parce que justement, comme j'en avais justement parlé avec Francis, c'est que c'est cool parce que moi, Francis, Félix, puis moi-même, genre, on est tellement là-dedans, comme constamment, peut-être qu'on va avoir de la difficulté à pouvoir avoir justement un point de vue de quelqu'un qui est là depuis moins longtemps, qui va se poser des questions qu'on ne se poserait pas nécessairement. Moi, pour ma part, je sais que lorsque j'ai eu des occasions de jouer à des jeux de rôle sur table avec des personnes qui n'avaient pas joué beaucoup auparavant, ils apportaient toujours un petit élément, souvent nouveau,
que nous, les vieux routards de jeu, on était trop habitués. Félix, là-dessus, j'ai plugué le mot routard dans cette Très phrase. fort, très fort. Ouais. Les vieux routards de jeux de rôle, on est comme, tu sais, on le sait tous, là, les trois, que genre un golem de pierre, ça fait telle affaire, mais probablement quelqu'un qui commence le jeu le sait pas. Fait que ça apporte, dans le fond, tout le temps une nouvelle dynamique. Fait que moi, je trouve ça cool. Je trouve ça très cool de t'avoir avec nous présentement. Ben, merci beaucoup. Puis effectivement, je trouve ça cool moi aussi parce que je pense que ça va aussi vulgariser le jeu de rôle de vous me l'expliquer au fur et à mesure. Pas tout le temps, là. Je veux dire, j'ai pas tout le temps besoin qu'on me l'explique. Là. Mais que si je pose une question que vous seriez dit, ah ben Colin, c'est une évidence, pour moi, ça ne l'est pas, ben ça va peut-être aussi ouvrir la porte à ce que ça soit plus accessible, peut-être aussi le jeu de rôle aux autres, en ayant une personne qui a besoin d'une certaine accessibilité. C'est pas comme si non plus, t'en avais jamais fait de jeu de rôle. T'es comédienne. Ouais, non, mais j'ai joué des rôles, ouais, c'est ça. mais c'est pas exactement la même chose. Non, c'est ça. C'est plus, tu sais, au niveau des règles établies, d'un fonctionnement, de ben oui, c'est une évidence que c'est un D6 à ce moment-là, puis c'est un D12 à tel. Tu sais, je veux dire, perso, à chaque fois, j'aime ça qu'on me le rappelle, puis comme on a eu l'expérience avec Félix-Antoine pendant la garde partagée, tu as été super smooth avec ça. Je pense que ça a passé comme du beurre qu'à ce moment-là, il fallait que tu me le dises, mais c'était pas non plus comme là, Annabelle, tu vas prendre ton D12 puis tu vas le rouler. Tu sais. Ouais. Comme ça n'a pas ralenti non plus le truc, d'après moi. Non, vraiment pas. Nullement. Non, vraiment pas. Fait que c'est Je pense ça. que ce que ça met en évidence, que je me permets, mais ce que ça met en évidence, c'est que ton background de jeu, puis l'investissement, puis la facilité que tu as à t'investir dans une game, c'est la chose la plus importante dans un jeu de rôle. Les règles, c'est une suggestion, c'est accessoire. Tu vas faire beaucoup plus de roleplay, puis d'enquête, puis de réflexion avec les autres joueurs que tu vas actually rouler des dés. Fait que moi, c'est pour ça que je pense que tu es une précieuse addition à l'équipe. Ben écoute, c'est un beau compliment que tu me fais là. Puis je vais aussi comme mousser la chose, mais on a fait de l'improvisation ensemble, Félix. Je pense que ça aussi, c'est important. Tu sais, oui, je suis comédienne d'un côté, mais on a ensemble aussi ce background-là d'improvisation qui, on se le répétait constamment, c'est un jeu. On joue. C'est une game qu'on s'invente, puis on est là pour avoir du plaisir. Puis s'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de jeu, puis le public n'aura pas de plaisir non plus. Tu sais. Fait effectivement, tu sais, tout ça rentre dans la machine. Puis oui, il y a peut-être les règles d'un côté, il faut que je me déstresse avec ça, puis me dire comme c'est correct, qu'à un moment donné, je vais finir par l'apprendre, mais oui, effectivement, si on veut donner un bon show, il faut qu'on ait du plaisir entre nous puis qu'on s'investisse en tant que personnage. Tu sais. Amen. Ben, en parlant de règles, on va avoir le temps d'en parler peut-être un petit peu aujourd'hui avec le nouveau livre. Mais avant, on va parler un petit segment actualité, un tout petit, un petit minuscule, parce qu'on ne veut pas trop passer de temps là-dessus parce que c'est poche comme nouvelle. Félix-Antoine, veux-tu nous parler de ça? Ben écoutez, je veux juste que vous soyez conscients que je n'ai pas la berlue, je ne me répète pas à partir de notre dernier podcast, mais Wizard of the Coast se fait poursuivre. C'est ça. C'est une tradition mensuelle maintenant d'avoir une nouvelle poursuite. J'entrerai pas trop dans les détails parce que je veux pas perdre les gens dans comme qui a fait quoi, puis pour l'instant c'est encore nébuleux. Mais les grandes lignes, c'est que Gale Force 9 poursuit Wizard of the Coast pour majoritairement 3 choses. Bris de contrat, bris qui implique justement un manque de bonne foi, puis tout ce qui a rapport à des déclarations pour différentes injonctions qui ne semblent pas avoir été respectées de part et d'autre. Il faut savoir que Gale Force 9 fait, entre autres choses, la distribution des produits de Wizard of the Coast dans différentes langues, puis est en charge de pouvoir sous-traiter la distribution puis la traduction. Puis que dans les dernières années, ça a été difficile. Il restait 1 an à leur contrat, puis Wizard of the Coast a comme dit oh, on veut telle chose, vous voulez pas, blablabla, puis ils ont juste dit ben ok, c'est fini. Point, barre, puis juste plus rien distribué et autres. C'est comme une guerre juridique à n'en plus finir. Je pense que ce qui est important à retenir pour la communauté, c'est qu'en ce moment, de mon humble perception, je sens qu'il y a de grandes mouvances au sein de Wizard of the Coast. Légalement, ils sont en train de remettre des choses en règle ou de faire du ménage, là, vous m'excusez l'expression, dans leurs partenaires et distributeurs. Puis peut-être que c'est ma double vie d'entrepreneur qui me fait avoir cette espèce de réflexion-là, mais ça veut soit dire que des grandes choses s'en viennent ou qu'il y a une espèce de nouvelle stratégie de protectionniste qui rentre en place. Fait on va se croiser les doigts, puis on va utiliser tous nos lock points dans l'espoir que ça se résoute bien, mais super. Ça brasse. Oui. Le premier feeling quand j'ai vu ça, surtout à la suite, à la première poursuite qu'on a entendu parler, c'est que je sens
une espèce de mouvement de centralisation de la part de Wizards of the Coast. Ouais. J'ai l'impression qu'on essaie de ramener beaucoup de choses dans le même bateau maintenant, avec les plateformes numériques comme D&D Beyond, qui prennent des grosses parts de maintenant la machine, puis où cette plateforme-là s'en va, dans l'offre des produits qui sont en manque un peu partout, comme en français. Là, le nombre de fois qu'on se fait écrire par semaine, comme quoi c'est poche qu'il n'y ait pas plus de D&D en français d'accessible. T'sais. Est-ce qu'on arrive avec une nouvelle stratégie pour justement remédier au problème, ou ça va être un problème encore plus récurrent parce qu'on centralise puis qu'on prend plus, on s'en fout un peu. Ça va être à voir, mais le premier feeling que j'ai, c'est OK, il y a trop d'acteurs hors du bureau Wizards of the Coast à Seattle. On veut que tout soit in-house. Autant pour l'écriture, la conception de produits, le développement de projets. La traduction. Oui, la traduction. Moi, je pense la même chose que toi, Francis. Je pense que c'est une question de centralisation. Je pense qu'ils vont vouloir s'occuper de leur propre traduction plutôt que de devoir faire ça ailleurs. Mais là, Félix, j'ai-tu bien compris? Tu m'as dit qu'il leur restait 1 an de contrat à Gale Force 9. Ben, c'est ce que j'ai lu, en tout cas, dans les différentes... Puis là, ça dépend peut-être de la chronologie où les articles ont été rédigés. Là. Mais la distribution sous licence qui devait se terminer le 31 décembre 2021 devrait se terminer plus tôt, soit le 31 décembre 2020. Je suis comme surpris un peu parce qu'en même temps, ça fait pas longtemps qu'ils ont la licence pour la traduction en français, parce qu'avant, c'était 2017. Black Book Edition qui s'en occupait. Mais puis, sous licence de Gale Force 9, de ce que j'en ai compris. Bref, s'il y a des spécialistes de la distribution puis de la traduction, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire, puis ça va nous faire un plaisir d'en discuter avec vous puis de percer les mystères de tout ça. C'est comme un nouveau dossier chaud, puis en tout cas, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais je trouve que c'est un peu ce qui est poche en termes de communauté autour de ce produit-là. C'est que quand ce genre de litige-là se produit, tu te rends compte, on ne vit pas dans un monde de licorne, mais tu te rends compte que c'est de la business. C'est de la grosse business. C'est des droits de reproduction, des droits de revente, des droits d'utilisation, certains produits qui doivent rencontrer des standards ou pas, centraliser, mettre du monde à pied, des partenaires, des fournisseurs. Nous, c'est un jeu. Eux autres, c'est une business. Wizards of the Coast n'a jamais été aussi gros qu'il l'est depuis en 2020. Juste depuis les 3 dernières années, là, je veux dire. On s'entend que les films qui s'en viennent, les séries qui s'en viennent, Hasbro développe de plus en plus de produits, offre les licences, en fait, à de plus en plus de partenaires qui créent de la merch. Tu sais, Funko Pop, les t-shirts, tu sais, je veux dire, jamais on a vu autant de D&D dans le commun des mortels pour un peu partout autour de nous. Puis, c'est probablement... Mais merci beaucoup, Félix-Antoine, d'avoir un peu vulgarisé ce qui se passe. Si jamais vous avez plus d'informations là-dessus aussi, n'hésitez pas à en parler avec nous. Ça nous intéresse toujours de savoir un peu où est-ce qu'on s'en va là-dedans. Mais, sur une touche plus positive, nous avons reçu... Merci beaucoup à Wizards of the Coast, d'ailleurs, de nous avoir permis d'avoir accès à ces volumes-là. Une semaine à l'avance, donc à la date de sortie qui était le 17 octobre. À se rappeler que, peut-être à nos amis européens, nous, on est en Amérique du Nord, donc on a eu la copie qui était prévue pour le 17 octobre 2020 en Amérique du Nord, mais je sais qu'en Europe, je me demande à quel point c'est déjà... Je pense que ça va être publié dans pas beaucoup de jours, là, où ça s'en vient, mais il y a eu un retard à cause de la COVID puis de plein de choses. Donc, ça s'en vient, la gang. T'sais. On lâche pas. Ouais, on lâche pas. On perd pas espoir. Ouais, c'est ça. Donc, Tasha. Tasha's Cauldron of Everything, en fait. C'est un livre qui offre, un peu à l'instar de Xanatar's Guide to Everything, offre du matériel, des options, des sous-classes, des sorts, plein de choses à rajouter, dans le fond, à votre livre de base du Player's Handbook, pour créer des personnages, créer des histoires encore plus fascinantes dans le monde de Donjons & Dragons 5e édition. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est quand même un gros livre. Ça n'a pas l'air, mais il y a beaucoup de stock. En blague, je disais à Félix-Antoine, à page 7, ça commence. Il n'y a pas de niaisage. Let's go. On a des règles à passer, on a des choses à vous parler. Là. Donc, ce qu'on a fait, c'est on s'est un peu parlé, puis on a décidé de parler de certaines choses qui nous animaient plus dans le livre.
Il y a énormément de stock, mais on a décidé de prendre chacun des choses qui nous ont vraiment plu plus que d'autres. Puis c'est nos impressions personnelles à nous. Donc, vous en faites ce que vous en voulez. Mais c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je propose que Pierre-Philippe, tu commences avec tes 4 coups de cœur, si tu veux. Mes 4 points. Mes 4 points que je voulais aborder. Points. Mais oui, c'est en quelque sorte, c'est mes 4 coups de cœur. Quoi qu'en même temps, il y en avait beaucoup d'autres que vous-même avez choisi, qui sont venus me marquer au plus profond de mon être, jusque dans mon âme. Et ça paraît pas, mais justement, comme tu dis, c'est un petit livre, mais qu'il y en a tellement dedans. Là. Il y a tellement du stock dans cette affaire-là. C'est incroyable. Et c'est du stock qui vient shaker les fondations même de la manière qu'on joue à Donjon Dragon d'une certaine façon. Puis c'est pour ça que, tu sais, il répète, puis ça a été répété, puis ça a été redit que tout ça, c'est optionnel, puis tatati, puis tatata, parce qu'on regarde sur les groupes Facebook, puis les gens sont genre soit en furie ou soit en extase, ou les deux en même temps. Là. Il y a de la furie extase quelque part. Là. Ça pour dire que c'est vraiment, c'est un livre qui a beaucoup de stock. Et moi, dans les 4 éléments qui m'ont marqué, je vais commencer avec le premier, c'est-à-dire les dons. Je ne sais pas si vous avez passé au travers des dons qu'il y a dans ce livre-là. Déjà, je trouve que le concept même de Tasha, admettons qu'on y va rien des premiers, je pense que c'est Francis, tu vas en parler tantôt, là, concernant les cultures et tout ça. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est simplement pour dire que veux pas dans le concept du livre de Tasha, c'est de pouvoir permettre aux joueurs de vraiment personnaliser le plus possible leur personnage. Au niveau même de justement sa culture de base là, de Scratch. Et la majorité des dons qui ont été abordés dans Tasha, il y a des affaires vraiment fortes, mais la majorité des dons qui ont été abordés dans Tasha permet une personnalisation, si on veut, de vos personnages au point que où est-ce que vous allez jouer, par exemple, whatever, telle classe, mais il y a des dons qui vont vous permettre toujours plus, encore plus qu'avant, d'aller chercher ici et là des éléments d'autres classes. Il y avait dans les dons de base du livre du joueur, il y avait des je ne sais plus trop ce qu'est le nom, en tout cas le don qui permet d'aller chercher des spells. Je pense que c'est Magic Adept ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Eh bien, veux pas dans ce livre-là, dans le livre de Tasha, c'est rendu maintenant qu'il y a des dons, puis ça, moi je trouve ça malade. Ça, c'est un bonbon, là. Il y a des dons dans le bon sens. On dirait que je pourrais genre faire des bruits de pète avec ma bouche, puis Annabelle se mettrait à rire. Oh mon Dieu, excusez. Non, c'est pas grave. C'est tant mieux. Tant mieux. Mais simplement pour dire que maintenant, par exemple, il y a des dons qui permettent d'aller chercher des fighting styles de guerriers, des types de combats. Et ça, je trouve ça fou braque parce que maintenant, tu peux jouer un personnage qui n'est pas complètement martial et qui va quand même pouvoir se débrouiller complètement au corps à corps avec tel type d'arme. Et même, il y a autant il va y avoir des dons qui vont favoriser justement des styles de combat, autant qu'il va y avoir des dons qui vont favoriser le style d'arme que tu veux utiliser. Mettons que tu veux être vraiment quelqu'un qui est un expert avec les armes, on va dire, contondantes. Ben, il y a un don qui est vraiment spécifique à ça et qui fait en sorte que, genre, toi, quand tu vas te battre avec une arme contondante, ça va vraiment être différent que quelqu'un d'autre. Et la personne qui va être, exemple, spécialisée dans une arme qui va être piercing, qui va pouvoir percer, ne va pas faire les mêmes effets que quelqu'un qui va être spécialisé dans une arme contondante. Et ça, c'est vraiment... Je trouve ça vraiment beau. Je trouve vraiment que ça apporte un beau plus. Ça me fait triper bien raide. Puis je vais en revenir plus tard parce que ça touche aussi d'autres éléments de mon top 4, mais je ne veux pas trop m'attarder sur les dons parce que je me rends compte déjà que je parle vraiment beaucoup puis j'ai juste un truc de 4 de passer. Okay. On se croirait dans un discutant entre les dés. Ouais, c'est ça, quasiment. Le pire, c'est que j'ai pensé, je pense que je vais faire un discutant entre les dés sur d'autres éléments de Tasha qui vont comme marquer parce que j'ai aimé ça. Bonne idée. Ben oui. Ça pour dire, finalement, pour finir sur les dons, il y a plein d'autres dons qui permettent justement d'aller chercher des petits éléments à gauche et à droite qui sont souvent spécifiques à l'autre classe, mais il y a aussi des dons qui vont intégrer vraiment l'aspect, on dirait, psy, les psioniques qui ont en quelque sorte fait leur apparition dans le livre de Tasha, genre des dons qui permettent de faire de la télépathie ou de la télékinésie. C'est un peu leur manière de dire que les psioniques sont de retour, même s'il n'y a pas de classe psionique comme à la 3.5. Finalement, deuxième élément, je pense que ça va être plus court pour les deux. Je vais commencer avec, dans le fond, mais dans les classes qui m'ont marqué, il y en a beaucoup, je pense que j'aurais pu faire un discours sur chacune d'entre elles, sauf que je vais rester spécifique à 2 précisément. Je vais commencer avec les prêtres, les clerics. Les clerics m'ont marqué. Pourquoi? Ça va être plutôt court, ça, vous allez comprendre. Je trouve présentement que les prêtres, all around, c'est la classe
la moins poche dans D&D en termes de sous-classes. Je trouve que toutes leurs sous-classes sont bonnes, un point. Sont toutes efficaces, un point. Les sous-classes Natasha ne m'ont pas nécessairement flabbergasté, sauf qu'ils sont toutes vraiment efficaces. Et en prenant ces sous-classes-là, plus les sous-classes dans l'Exanator, plus les sous-classes dans le livre de base, je trouve que le prêtre est all-around la classe la plus mieux balancée en termes de stats, en termes de possibilités. Et ce que je trouve vraiment plaisant avec ça, c'est qu'il peut y avoir un pool de joueurs de 5 ou 6 prêtres, puis ils pourraient tous être vraiment super différents. Ouais. Puis avoir genre un tank, un healer, un support. C'est vraiment là, les prêtres, c'est vraiment, ça torche maintenant. Ouais. Ça a toujours torché, mais ça torche encore plus. Simplement pour dire qu'ils n'ont pas de points faibles. C'est vraiment, je trouve que c'est la classe qui a été la mieux balancée. Et c'est une classe que j'apprécie aussi beaucoup, mais ça fait partie de mes éléments forts de ce livre-là. Troisième chose, le fighter. Le fighter, j'ai toujours aimé le fighter, sauf que je trouvais toujours qu'il manquait un peu l'affaire. Puis il y avait je trouve qu'il manquait quelques fighting styles, quelques petits éléments qui faisaient en sorte que j'ai une petite saveur qui manquait. Et dans Tasha, ils ont rajouté beaucoup de fighting style que j'ai trouvé vraiment cool. Se battre à main nue, finalement, tu peux jouer un pugiliste maintenant si tu veux. Tu pourrais. Il y avait une classe de prestige de ça à 3.5 qui permettait en fait pour le guerrier de comme être une espèce de protecteur ou un genre de bodyguard, puis tu pouvais t'interposer pour, dans le fond, bloquer des attaques. Et bien maintenant, il y a un fighting style qui est ça, c'est comme un defender, c'est quelqu'un qui va comme genre bloquer des coups qui va vouloir attaquer, exemple, ton allié. Et ça, je trouve ça vraiment... C'est fourette dans la tête. Et en plus de ça, tous les dons que j'ai mentionnés tout à l'heure, en lien avec, par exemple, les spécialités, admettons que vous voudrez vous battre avec une arme tranchante, coupante, ou perçante, ou contondante, ça apporte vraiment, dans le fond, sa petite saveur de plus si vous êtes un guerrier. Et les sous-classes de guerriers qui ont été présentées, qui est le Rune Knight, l'espèce de guerrier qui se bat avec des runes, c'est vraiment bon, c'est vraiment cool. Puis ça apporte vraiment une saveur très... le guerrier qui utilise des objets ou qui utilise plutôt des éléments magiques sans faire de la magie, en fait. Ouais. C'est surtout ça que je trouve vraiment cool. C'est vraiment une réponse au Edge Knight. C'est ceux qui ne voulaient pas être imbués de magie, mais qui voulaient être un guerrier avec un peu de magie. Je trouve que ça répond plus à ça. Ouais. Et finalement, l'espèce de Psy Warrior qui est comme justement un genre de psionique qui va se battre autant au corps à corps qu'utiliser ses capacités extrasensorielles. Et ça aussi, je trouve que ça apporte sa belle saveur au guerrier qui est selon moi aussi une des classes maintenant les plus le fun à jouer vu les possibilités qui sont engendrées. Et finalement, mon quatrième point, j'ai été soufflé. Respect, Pépé, respect. Il est énervé. C'est les spells de summons. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un, je ne me rappelle plus, je vais juste vérifier rapidement. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui allait parler du Ranger? Je pense que non. Hein? Non. Okay, mais tu sais, ultimement, le Ranger, je ne vais pas vraiment rester abordé sur le Ranger longtemps. C'est simplement pour dire qu'ils ont rendu le Beastmaster vraiment plus intéressant avec les bêtes. Maintenant, dans les spells, il y a une quantité. Et ça, là, pour le reste aussi, ça en vient comme avec le point de la personnalisation, si on veut, d'un personnage et de ses capacités, de qu'est-ce qu'il va faire comme magie. C'est les spells de summon qui sont maintenant vraiment, on va dire que c'est comme un bloc. Quand vous voulez faire un spell de summon, quand vous voulez summoner, appeler un élémental, un ange, un animal, une bête, ou peu importe, ça va venir avec un bloc générique. Et lorsque vous le faites, vous choisissez dans le fond des éléments que vous incorporez dans le bloc, qui fait en sorte que à chaque fois que vous allez faire dans le fond le même spell, ça peut être une créature différente qui va apparaître, qui va avoir quand même des capacités différentes, mais qui est quand même encadrée selon des règles, qui fait en sorte que c'est pas n'importe quoi, puis que vous faites pas n'importe quoi non plus. Et juste ça, je trouve que vraiment c'est aussi c'est un très bel ajout. Ça donne le goût de jouer quelqu'un qui va pousser vers là. Et ça apporte justement cette espèce de... Puis il y a un petit moment dans le livre où est-ce qu'il en parle, c'est de personnaliser aussi le concept des spells, dans le sens que, tu sais, on voit l'image, il y a une image dans le livre, une image vraiment drôle d'un gars qui lance un missile magique, sauf que le missile magique, c'est genre des poules, genre, qui se mettent à voler. C'est juste pour montrer que, genre, il y a une manière de personnaliser, si on veut, les sorts. Et je trouve que les sorts de summon permettent vraiment de faire ça avec justement ces blocs génériques-là, mais qui apportent aussi leur bonus et qui sont de plus en plus forts à mesure qu'on monte des niveaux, comme quand on caste un sort d'un niveau supérieur. Et c'est tout. Ça complète mes 4 points. Je vais mettre ma tête sur papier et envoyer l'université. C'est sûr et certain que je me fais un bonhomme qui pitch des poules. Là. Puis sa seule passion dans la vie, c'est qu'il rentre dans des boutiques puis il casse des pots.
Il passe Il ramasse des poules. jeux. Il pige des poules. Ouais, je jusqu'à vais le ce que ça faire soit avant toi, par exemple. Ah, Je ok, correct. m'excuse. Too fast. Puis, ce qui est drôle, c'est... ça, c'est un thème, je pense, que vous allez voir dans ce qu'on va parler de Tasha. C'est qu'il y a beaucoup de simplification, mais pratique et surtout balancée dans le livre. Mais il y a aussi beaucoup d'exploration sur des thèmes. On ouvre beaucoup à la créativité dans Tasha. Il y a beaucoup de choses qui vont ressembler à ça, je pense, dans ce qu'on va parler. Annabelle, t'as exploré Tasha's Cauldron of Everything. Toi, qu'est-ce qui t'a parlé, là? J'ai 3 points et non 4. Et ça risque d'être tout autant, sinon plus long que Pépé. Yes. Wow, C'est ce que nice. Ouais, tout ce je que je rentre veux. un peu dans le détail de la chose. Je suis plus dans l'explication, vulgarisation des nouveaux éléments qui, moi, m'ont accroché. C'est un peu comme pour me simplifier la vie puis me vulgariser ces choses-là. Fait que je vais vous rentrer dans mon petit plaisir. Nice. Première affaire qui m'a beaucoup accroché et que j'ai énormément apprécié, les Mimic Colonies. Donc, on introduit le concept de colonie de Mimics. Donc, le Tasha's Cauldron of Everything rajoute une couche de plus à une créature qui est pas mal dans le top 5 de tous les joueurs de D&D. Et là, on devient une colonie de Mimics. Elle raconte que dans certains cas, des mimiques pourraient développer une plus grande compréhension du monde qui les entoure, puis développer des moyens de communication avec d'autres mimiques, et que dans des cas plus rares, ils pourraient développer des colonies qui, entre elles, s'entraident. Donc, dans ce cas-là, ces mimiques-là peuvent coopérer puis se transformer en plus grands objets que si c'était juste une mimique tout seul. Et je cite, des ponts, des flancs de montagne, des statues, des villages entiers. Est-ce que c'est pas stressant pour 2 scènes? C'est comment tu fais pour exister dans un univers en sachant que tout peut être faux autour de toi? Et peut t'avaler d'un coup. Pour aucune raison. Oh mon Dieu, c'est stressant. Ah, c'est que c'est bon. Anyway, Tasha développe un peu sur le système de communication des mimiques, soit par télépathie, dans un rayon de 10 000, puis il va jusqu'à ajouter que les créatures peuvent communiquer avec n'importe quel autre être vivant dans un rayon de 120 pieds. Ce qui laisse place à une nouvelle façon d'aborder les mimiques, c'est-à-dire qu'en colonie, l'instinct de survie va kick-in pour eux autres, puis qu'ils veulent absolument protéger leurs petits puis leurs alliés. Donc, si elles sentent qu'elles sont outnumbered ou qu'elles sont en danger de perdre, ils peuvent commencer à bargainer leur survie. Fait qu'ils peuvent donc offrir de l'information, des trésors ou même un de leurs rejetons contre la paix. Oh non, J'ai un c'est bébé trop mimique nice. ici, là. Moi, je trouve ça vraiment malade parce que ça montre vraiment que Wizard of the Coast se force à justement créer des profondeurs à des créatures. Pour Il y a du lore. Ouais, c'est du ça. lore, c'est pas juste des monstres pour être des monstres, il se passe de quoi, là. Ça, c'est Exactement. malade. Ouais. Mais où est-ce qu'on va retrouver la mimique originale? C'est qu'au contraire, s'ils décident que malgré leur instinct de survie, ils peuvent gagner une bataille, ils peuvent, dans ce cas-là, rouler pour choisir une action dans un bassin d'action. Et il y a 4 options, et aucune de ces options-là est une bonne nouvelle pour les joueurs. Donc, en résumé, les mimiques évoluent puis développent une intelligence rationnelle, mais aussi très émotionnelle. Puis, ça laisse place à beaucoup de créativité pour les DM. Ça laisse une grosse paranoïa pour les joueurs. Puis des batailles qui sont peut-être un petit peu plus fair aussi pour les joueurs. C'était ça, mon point, pour les mimiques colonies. Ça, c'est 1 de 3. Êtes-vous prêts pour le reste? Ben oui. Je suis prêt. Continue, s'il te plaît. OK. Deuxième point qui m'a accroché beaucoup, puis que je trouvais intéressant, surtout au départ, j'étais comme « Ah, c'est cool esthétiquement, qu'est-ce que ça peut rajouter à l'histoire? » C'est les Magical Tattoos qui sont officiellement introduits dans D&D avec une vraie charte de rareté. Fait qu'on spécifie pour le plaisir du lore que les Magical Tattoos sont faits par des aiguilles magiques et de l'encre magique et qu'ils peuvent être aussi... ils peuvent autant être des modifications physiques, soit, mettons, une scarification, une imitation de taches de naissance, d'écailles ou de quoi que ce soit, ou des créations artistiques, genre des dessins. Nice. Logiquement, plus le pouvoir
magique du tatou est grand, plus que le tatou va prendre de place sur le corps de la personne qui va le porter. On a droit à une autre petite charte, puis je vais vous épargner les détails sur ça, là, mais comme sur les emplacements, puis les tailles du tatou qui sont communs, rares, légendaires, à partir de là, on parle d'un attunement, c'est-à-dire un moment où est-ce que le porteur du tatou doit absolument entrer comme en symbiose avec le tatouage. Puis l'aiguille et l'encre magique, les deux vont entrer dans le corps du personnage, font partie intégrante du tatouage. Puis si l'attunement se perd, l'encre disparaît, puis l'aiguille retourne dans l'inventaire, puis il n'y a plus de tatou. Wow! Ouais. Okay. Ça, c'est quand même intense. C'est vraiment intéressant. On 18 ensuite les tatous en 9 types d'objets magiques. Je ne passerai pas au travers des 9. On va être là encore demain si je fais ça. J'en ai choisi 4. OK, cool. Rapido. Le premier, Absorbing Tattoo. Very rare. Very rare. Il est d'une couleur précise. Je vais y revenir. Pendant que l'aventurier porte le tatou, il y a une résistance de dommages en lien avec la couleur du tatou, qui va être prédéterminée par le DM, soit au hasard ou en roulant un dé ou en peu importe. Il y a une charte, encore une fois. Très cool. Donc, quand l'aventurier prend un dommage de son type, vert, acide, bleu, c'est froid, rouge, le feu, bref, il y a un tableau, là, je l'ai dit. Il peut prendre son reaction pour obtenir une immunité contre le type de dommage, puis retrouver un nombre de hit points égal à la moitié du dommage qu'aurait causé l'attaque initiale. Pardon? Yep. Holy cow, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Mais tu sais, lui, il est very rare. Ouais, ça doit coûter cher. Ça doit coûter cher ou ça doit être difficile à trouver. Exactement. Il n'y a pas des early pour les fans de Critical Role. Il n'y a pas des early à tous les coins de rue, non? Ouais, c'est ça, exact. Ils se promènent sur un bateau, ils sont comme je vous tatoue. Un petit tattoo shop sur le coin. Non. Deuxième, on a Barrier Tattoo. La rareté est variée. Symbolise une image précise puis est faite avec une encre métallique. Pourquoi? Parce que si l'aventurier ne porte pas d'armure, le tatou lui donne un armor class en lien avec la rareté du dit tatou. J'ai-tu besoin de vous dire qu'il y a un autre tableau? La beauté de la chose, c'est que le tatou se transforme en armure, même si le joueur porte un bouclier, parce que le bouclier ne compte pas comme une armure. Oh mon Dieu, Seigneur, ça aussi, c'est fort. Going my God. full barbarian. Mon tatou, c'est une plate. Oh non. Sors le gros cash. Le cauchemar des DM. Là. Ouais, mais c'est ça, je me dis, man, pauvre DM, ça me fait déjà chier, je sens. Ouais. Numéro 3. Ben, Calling Grasp. Uncommon. Se fait avec une aiguille spéciale. Ah oui, ils se font toutes avec une aiguille spéciale magique rare. Là. Je ne le dirai pas à chaque fois. La forme du tatou est en fait plein de lignes qui se croisent. Je pense qu'il ne voulait pas dire tribal, mais en fait, c'est un tatou tribal. Nice. Je pense que c'est mon préf. Pendant que l'aventurier porte le tatou, il peut choisir une de ses actions pour créer des tentacules d'encre qui vont attraper un ennemi visible à 15 pieds. Ah, la créature... vas-y. C'est comme Sai dans Naruto. C'est ça? C'est exactement ça! C'est des grosses tentacules qui partent du tatou. Et là, la créature va rouler pour savoir si il ou elle peut s'enfuir, puis sinon, il mange une claque de 3d6. 3d6? Okay. Quand même. Yep. Non négligeable. Je fais juste vous dire que mon prochain personnage, c'est un pugiliste. Puis je fais un tatou tribal d'en face, puis c'est un hommage à Mike Tyson. C'est sûr! C'est sûr! Puis il pitch des poules. Personne ne va m'accepter à sa table. Des tentacules et des poules, j'ai vraiment hâte de voir ça. Classique. Dernier tatou pour la run. Illuminator's Tattoo. Lui est commun, doit être fait avec une aiguille spéciale. Bon, la forme du tatou doit être une belle écriture, une calligraphie, une phrase, un poème, une image qui représente ou symbolise la lecture. Carpe diem. Parce que... Ouais, carpe diem avec une plume qui s'envole, qui se transforme en pissenlit. Parce que l'aventurier qui le porte peut à tout moment utiliser son doigt pour s'en servir comme crayon magique. C'est tout. C'est pas vrai. J'étais genre comme, c'est le fun, tu sais, c'est juste le fun. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est bon. C'est un des moins OP de la gang, là, mais il est vraiment, je trouve intéressant. Comme action, le personnage peut poser son doigt sur une feuille de papier vierge
écrire une surprise, dire le nom d'une créature, et à ce moment-là, le message devient invisible pour tout le monde, sauf lui et la créature qui a dit le nom, pendant 24 heures. OK, On c'est se des nice. petites notes sur Billboard. Ouais, il y a comme des possibilités RP quand même. Ouais. Je trouve, Ouais. Ça, Ouais. c'est comme un des seuls que c'est pas juste pertinent en combat. Ouais. Ouais. Ah, Très c'est cool. fun. Fait que c'est ça. C'était mes 4 tatous qui m'avaient bien fait réagir. Et finalement, mon dernier point, parce que j'ai pas fini. Je suis allée fouiner dans les sous-classes de druides, parce que j'aime beaucoup cette classe. Et donc, on apprend qu'en entrant au level 2, les druides obtiennent le Druid Circle, puis ils ont accès à des sous-classes qui sont plutôt surprenantes, puis qui viennent ajouter du lore vraiment intéressant. Donc, je garde ma préférée pour la fin. Pas que la première ne m'intéresse pas du tout, mais bon, un petit peu moins. Première sous-classe, c'est le Circle of Stars. Donc, votre beau druide pourrait dès demain devenir astrologue ou astronome, dépendamment de ce que vous préférez. Cette sous-classe de druides tire leur pouvoir à des étoiles et du cosmos. Ils ont un immense savoir des astres, les galaxies, étudient les changements apportés au monde grâce à l'univers et l'espace. Et ils ont un genre de QG qui répertorie toutes leurs recherches. On spécifie que le QG pourrait avoir une forme de cristaux, de pyramides, de souterrains, de temples souterrains, en fait, et que celui-ci les protégerait en cas d'éventuelle fin du monde. Donc, ça ressemble beaucoup à une secte. Et c'est vraiment une secte. C'est l'enfer. Les druides qui adhèrent à cette sous-catégorie-là, ils ont accès à une carte du ciel détaillée qu'ils peuvent continuer d'annoter, puis troquer leur beast form pour un starry form, qui les rend super lumineux avec des allures de constellation, soit un archer, un calice ou un dragon, et obtenir une attaque en lien avec la constellation choisie. Cool. Ouais. C'est beau. Ouais, puis visuellement aussi, c'est super intéressant de voir comme l'espèce d'être lumineux avec un dessin un peu très linéaire. Je trouve ça cool. Tu te transformes en constellation, c'est juste badass. Ouais, puis ça dégage la vraie lumière aussi. Fait que tu pourrais juste comme carrément te transformer dans cet élément-là dans un endroit très noir, pas avoir besoin de torche, puis Shine bright like a diamond. Exactement. C'est Francis Rihanna. Deuxième sous-classe, Circle of Wildfire. Si ne faire qu'un avec la nature et la protéger à tout prix vous semble compliqué et pas assez intéressant, why not décider de prendre la sous-classe Wildfire puis sacrer le feu de temps en temps? Hein? Effectivement. Les druides qui adhèrent à la sous-catégorie acceptent que de temps en temps, la destruction est parfois la solution. Et les sorts sont plutôt straightforward, puis ils sont pas mal tout en lien avec une créature primale que tu peux invoquer et qui semble être faite de flammes, de forêts en flammes, donc beaucoup de branches qui s'entrecroisent. Ce qui était illustré dans le livre, c'était un loup, mais j'imagine que n'importe quelle créature primale en feu t'accompagne et t'es très amicale. Fait qu'à partir de ce moment-là, dans la sous-classe, les sorts qui s'en suivent sont toujours en lien avec cette créature-là qui devient de plus en plus puissante. Très cool. C'est très cool. Oui, Ouais. ça c'est cool. C'était une classe de prestige à la 3e édition. J'avais hâte de voir si elle allait repopper Ah. dans le concept de la destruction par le feu puis la renaissance. Là. C'est très bien. Oui, parce que l'idée préconçue des druides, c'est qu'ils protègent la nature puis qu'il ne faut pas que C'est tu ça. t'arraches un brin d'herbe, alors que c'est pas ça. Les druides tirent leur énergie de la nature, mais la nature, c'est plus que juste des fleurs qui poussent, c'est tout Exact. ce qui fait que l'écosystème fonctionne. Puis, ouais, c'est cool d'avoir des sous-classes un peu plus edgy, destructrices, puis comme ça, parce que ça fait partie de la vie, là. Et qui reste encore très respectueuse de la nature, parce que logiquement, les feux de forêt, ça fait partie dans la vie, du cycle d'une forêt. Ça a besoin de pogner en feu pour se régénérer. Donc, on prend parler en Good Californie. knowledge. Ouais, c'est ça. Tant qu'à en parler, on va aller à la dernière sous-classe, qui est le Circle of Spores. Ah oui, tellement. Qui est venu me chercher à une place que je pourrais pas vous décrire. C'est peut-être le fait que je sois autant fan de Studio Ghibli, les films de la nature, les spirits of the nature qui sont à la fois morts et vivants. Bref, cette sous-classe-là est ma préférée, autant par son esthétique, parce que les images étaient vraiment, vraiment belles, que son lore en tant que tel.
Les druides de cette sous-classe-là vont voir la beauté dans la décomposition puis la mort, puis ils voient la vie et la mort comme un grand servicieux. Je fais moins de jokes avec lui parce que je l'aime beaucoup. Donc, un druide du Circle of Spores va voir en la mort quelque chose de nouveau, puis avoir une belle relation avec les morts vivants. Donc, il ne voit rien de mal à se faire chummer avec des zombies, si on peut les appeler un peu comme ça. Et eux autres vont les apprécier en retour, puis ils vont former les deux une relation amicale. La vie, la mort, bon, tout ça. Mais comme toute bonne chose a une fin, on revient à la roue qui tourne, ils acceptent qu'ils ne pourront pas partager toute leur vie de mortel avec une créature qui est déjà défunte. Et lorsque son deuxième temps va sembler être venu, genre qu'on vit sur du temps emprunté puis que la créature est trop décomposée ou quoi que ce soit, ben il ne va pas forcer la créature à rester morte-vivante ou immortelle. Puis aussi, si la créature en tant que telle semble vouloir devenir immortelle ou quoi que ce soit, il va y mettre fin puis il va passer à autre chose. Fait que je trouvais ça super intéressant que le compagnon soit pas un animal ou quoi que ce soit, mais que ça répète carrément juste un autre être vivant qui est devenu un peu zombie. Ouais. Thématiquement, je trouvais ça touchant. Thématiquement, c'est très cool. Autre chose qu'on a oublié de dire, c'est que dans Tasha, il y a beaucoup de choses qui viennent d'autres manuels qui n'étaient pas dans l'univers de ce qu'on appelle le Forgotten Realms là, de Faerun. Mais ça, comme Circle of Spores, c'était dans Ravnica, dans le fond. Donc, c'est le monde de Magic the Gathering qui ont ramené ça dedans. Puis il y a plusieurs de petites classes comme ça qui font un peu leur entrée avec Tasha's. Mais pour vrai, quelle belle thématique. L'idée du champignon puis des spores. Ouais. Je pense qu'il y a une habilité que c'est juste des spores qui émanent de toi, puis ça peut empoisonner le monde. Puis... Tranquille. Ouais, c'est complètement fou. Puis visuellement aussi, tu peux te faire tellement des personnages esthétiquement malades. Mm-hmm. Ouais. Ça m'a vraiment fait beaucoup penser à ça. Puis en tout cas, je suis partie. Très nice. Très cool. Je pense que ça témoigne autant ça que les mimiques, que l'espèce de volonté dans Tasha. Puis je sais pas si vous l'avez senti vous aussi, d'être super inclusive. Mm-hmm. Oui. Tu sais, comme les monstres ont une personnalité, c'est super approfondi, ils ont un bon côté aussi. Puis, tu sais, comme maintenant, ton zombie, c'est plus juste un zombie méchant, il peut devenir ton ami. Puis, exact. Je trouve ça cool. Ah non, puis c'est ça. Tout ce que j'ai choisi, en fait, venait du fait que tu peux tout créer. Tu peux créer du lore avec tout. Mm-hmm. Tu peux te choisir un background, tu peux complètement virer une histoire de bord parce que soudainement, ces personnages-là arrivent ou ce monstre-là arrive. Tu peux, techniquement, devenir chumé avec une colonie de mimics, ce qui est complètement impensable. Mais ça peut arriver que dans une guerre, dans une bataille ou quoi que ce soit, cette armée-là soit de ton bord parce que tu as fait quelque chose pour les aider plus tôt. T'sais, ils ont une intelligence émotionnelle qu'ils n'avaient pas avant. Tu vois, ça me fait penser à une idée pour un DM à exploiter ça. C'est un peu comme dans Lord of the Rings, quand Aragorn fait le pacte avec les soldats morts, les fantômes. Je pensais tellement à ça. C'est comme... C'est des êtres qui se créent une symbiose, puis il fait un pacte avec eux, ils viennent l'aider. Il y a ça qui pourrait être cool, autant que ça pourrait être carrément les détruire à un point que leur existence n'existera plus. Un et l'autre est aussi bon, mais... Mais oui. Félix-Antoine, tu t'en allais bien en parlant de Tasha. Toi, avais-tu... Bon, moi, la gang, je suis un gros fan de table. OK? Les tables, les tableaux, Pourquoi? Parce que j'ai quand même, je pense, une bonne imagination, mais des fois, pas assez approfondi. Puis des fois, juste de rouler sur une table me permet de trouver un objet random sur lequel je peux partir un side quest. Donc, je me suis beaucoup attardé aux tables qui sont possibles d'être utilisées pour les DM particulièrement. Tu as ouvert un peu la porte là-dessus, Annabelle, fait que j'ai commencé par ça. Tout ce qui est la négociation avec les monstres, que je trouve très cool. Puis, il y a plein de tables qui permettent d'avoir une façon additionnelle de réussir un encounter contre un monstre. Puis souvent, moi, en tant que DM, j'étais forcé dans ce type de situation-là. Tu sais, as des bardes dans ton groupe, tu as des clerics ou autres qui veulent pas nécessairement toujours sauter vers le combat. Puis là, toi, t'es comme, OK, nice, mais qu'est-ce qu'il veut, le géant? Puis mon réflexe, c'est tout le temps comme, OK, vos objets magiques, de l'or ou de la bouffe. Puis je trouvais que ça manquait de profondeur. Puis un des
plus nice exemple qu'on peut retrouver dans la table, justement, pour les géants, c'est tu peux rouler d'abord pour savoir, bon, est-ce qu'il y a une ouverture à ce qu'ils puissent parlementer. Puis si tu veux, tu roules sur la table des géants spécifiquement, c'est par monstre. Les skill checks à atteindre pour pouvoir parlementer dépendent du CR du monstre. Fait que là, tu sais, il y a quand même une mécanique assez précise, mais mettons que tu dis, je m'en fous, je mets ça comme side quest de base, le monstre, il veut pas toujours se battre, il veut protéger sa famille ou autre. Les géants, spécifiquement, une des choses qu'ils peuvent demander, c'est que les joueurs aient retrouvé un nain qui admet que tous les objets créés par les géants sont mieux faits que les objets créés par les nains. C'est juste awesome! C'est awesome comme side quest que ça peut créer. Tu sais, en 2 grosses games ou pour un downtime, tu lances tes joueurs là-dessus, puis là, ils font des jets entre tes parties. Puis il s'est passé 2 semaines. C'est ça, exact. Pour vous donner un autre exemple, les élémentales peuvent te demander d'organiser une danse, donc de faire un performance check, j'imagine, qui est en rapport avec le plane of existence de l'élémental en question. Moi, je trouvais ça juste nice de m'imaginer une gang de barbares qui se font une chorégraphie digne d'un band de K-pop. Fait que ça, je trouvais ça très cool. Puis je vous donne un autre exemple. Un fiend, juste question de rester classique. Là. Allez pas imaginer que toutes les tables, c'est genre vous faites des danses ou vous recrutez des nains. Le fiend peut te demander ton arme. Il dit comme parfait, nice, tu veux passer dans le chemin ici sans qu'on se batte ensemble, cool. Il y a un d'entre vous qui va me donner son arme. C'est juste trop nice. Puis en tant que DM, si tu veux vraiment pousser la note, puis que tu es un peu dans la philosophie de comme les dés vont tomber là où ils doivent tomber, ben c'est cool parce que tu le roules devant tes joueurs. T'sais. Boum, tu roules ton D4, ça dit ce que le monstre en question veut avoir, puis ça le fait. Fait que ça, je vous recommande fortement de jeter un coup d'œil là-dessus. Très cool. Puis un beau artwork aussi qui accompagne. Sinon, toujours dans la grande magie et l'amour des tables, il y a toute une notion vraiment nice qui est, je pense, sous-exploitée de beaucoup de DM, qui est l'environnement. Tu sais, souvent, ça va être les histoires commencent dans une taverne, ça se passe dans une forêt, sur une plaine, puis c'est à peu près ça. Peut-être au risque des fois de déplaire à certains joueurs, j'aime beaucoup décrire les environnements. Je trouve que ça ancre vraiment l'histoire dans le réalisme. Décrire les biomes qui entourent les personnages, ça leur permet de se préparer peut-être, puis de vivre un peu l'environnement. J'ai un ami à moi qui est DM qui s'est même fait un spreadsheet Excel avec des tables que tu peux randomize. Est-ce qu'il pleut beaucoup? Est-ce que ça fait plusieurs jours qu'il pleut? Si ça fait plusieurs jours, les chemins sont boueux et autres. Ouais, très, 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 très poussé. Là, ce qu'on va présenter pour l'environnement, c'est, m'excuserez, là, j'ai le terme en anglais, le hazard. Fait que, des événements, des cataclysmes naturels qui transforment une région pour la rendre surnaturelle. Puis là, moi, ce que j'ai trouvé le plus nice de cette section-là du livre, c'est que tu choisis, par exemple, tu dis, OK, ben ça va être, il y a un des exemples que j'ai devant moi, c'est le lieu devient hanté. Okay? Tu vas dans une stratégie horreur, Pépé, je te salue. Oui, merci. Ben, le maître de l'horreur, notre Hitchcock maison. Fait que la région dans laquelle les joueurs s'en vont est hantée. OK? Mais pas juste genre hanté puis il y a des fantômes tout le temps. Non, tu peux déclencher. Il y a des conséquences que tu roules sur la table avec un dessin qui sont propres au setting, qui se déclenchent lorsqu'un joueur pose une action. Donc, par exemple, pour la thématique de la hantise, si un de tes personnages devient frightened, donc apeuré, tu roules un dessin sur la table, puis il y a une conséquence qui se produit. Comme par exemple, la température baisse de 10 degrés pour les 6 prochaines heures. Pour un des 6 prochaines heures. Puis si qu'il fait tellement froid qu'il y a de la glace qui se forme, la glace est formée dans des patterns sinistres. Puis là, boum, tu es capable de venir exploiter comme la conséquence de cet environnement-là. C'est pas juste comme il fait fret, rouler des dégâts de cold. Ouais. Il y a tout le roleplay qui l'accompagne. Je trouvais ça tellement nice d'utiliser l'environnement puis les biomes à cet avantage. Et il y en a de toutes sortes. Là, okay? Ça peut être comme béni des dieux, hanté. Il y en a même, c'est des infestations. C'est nice, là, tu peux rouler des infestations, puis là, quand il se passe quelque chose, genre il écrase un insecte, tu roules un dé, puis là, il y a un gigantesque papillon qui arrive au-dessus de tout le monde, puis il vous jette de la poudre, puis tout le monde est charme par les monstres. C'est vraiment, vraiment nice. J'enchaîne. Annabelle t'a parlé aussi des mimics. Ça fait partie d'une grande section du livre qui sont les phénomènes magiques. Qui, je trouve, Pépé t'en parle dans ton prochain Discuter entre les dés, disponible dès maintenant pour nos backers sur Patreon. Mais dans ta session 0, de pouvoir mettre des hypothèses puis des prémices de base que tu construis avec les joueurs puis qui influencent la quête. Tu sais, un des exemples que tu utilises, sans rien spoiler, tu sais, c'est des espèces de petits fruits là, qui peuvent empoisonner les gens, puis comme pourquoi ils sont ramassés là, etc. Bon, on peut utiliser les phénomènes magiques de la même façon. Tu sais, je prends juste l'exemple des mimics. Pourquoi les mimics ont commencé
à se coloniser entre eux. Puis qu'est-ce que ça a comme impact chez les personnages? Puis est-ce qu'il y a une ville qui a été en alliance avec les Mimics puis qui leur ont laissé une partie de la ville? Pourquoi? Qu'est-ce que ça a comme influence? Puis encore une fois, ce que je trouve que ça donne comme outil au DM, c'est autre chose que des forêts, des montagnes et des déserts. Ouais. Ton univers, ton monde, il est vivant. Fait qu'il y a plein de phénomènes qui peuvent se passer, des tempêtes magiques, name it, là, il y en a un puis un autre. Encore une fois, avec des tables. Puis moi, j'aime bien les tables. Fait que j'étais bien content en tant que DM. La dernière chose, je sors de mon amour pour les tableaux et je m'en vais sur quelque chose que vous avez exploité, Pierre-Philippe et Francis, dans Dragon of Icespire Peak. Merci, bravo. tu l'as bien dit. Thank you. Faut prendre son temps, sinon il y a plein de S qui se ramassent là-dedans. Vous avez Dragon of Icespire Peak. Moi, c'est le même que je l'ai dit. C'est correct. Icespire Peak. Ouais, c'est comme les CHHLD. OK, c'est les sidekicks, les compagnons. Bon, je me permets juste minimum de plug pour mettre du contexte. En ce moment, sur H2D, moi, je roule des aventures avec juste un joueur. Puis souvent, la dynamique difficile que je trouve, c'est que le joueur est souvent laissé à l'abandon puis il est tout seul. Puis j'avais tendance à prendre les stat blocks d'un monstre puis de juste dire il devient l'allié du joueur en question. C'est cool, mais ça a ses limitations. Un, parce que ça scale pas. Je veux dire, ça ne levelera pas avec le joueur. Puis deux, ça peut pas être assez agréable pour qu'un joueur moins expérimenté s'initie à Donjon Dragon en jouant genre une panthère. Puis là, ce qu'ils ont mis la table dans Dragon of Icespire Peak, c'est d'avoir des sidekicks qui ont justement cette notion de pouvoir gagner des niveaux, mais aussi d'avoir suffisamment de complexité pour être presque un personnage joueur, mais plus facile à se mettre en bouche. 3 petites choses que j'ai trouvées intéressantes. 1, les sidekicks, donc c'est partenaires, traduction libre, partenaires de côté, ou coup de pied côté. Compagnons. OK, nice, thanks. Merci tout le monde de m'éduquer. Les compagnons peuvent être dans l'une des 3 classes, soit expert, soit spellcaster, ou soit guerrier. Puis, il y a même des différences que tu peux appliquer dans chacune de ces sous-classes-là. Fait que ça permet une bonne personnalisation plutôt que d'avoir juste le NPC qui est comme « je suis un tavernier ». Non, avant ton tavernier, il y avait une expertise, c'est un serrurier. Good, tu l'amènes un peu plus roguish. Tu sais. Puis chacun de ces classes-là, de ces archétypes, permet justement d'appuyer tes joueurs de différentes façons puis de venir balancer ton personnage principal. Fait que ça, je trouve ça vraiment très cool. Il gagne des niveaux aussi, puis ses points de vie grimpent en même temps que tes personnages. Fait qu'il peut vraiment suivre tes personnages pour un bon moment. On s'imagine un groupe d'aventuriers chevaliers qui ont tous le même background chevalier, ben, ils pourraient tous partager le même écuyer qui gagne des niveaux avec eux. Tu sais. Fait que ça, c'est très cool. Et une chose que j'avais peut-être moins compris comme subtilité, si jamais vous voulez vous lancer là-dedans, c'est que les sidekicks, les compagnons, peuvent se faire à partir de n'importe quel monstre qui a un stat block de challenge rating, 1/2. Puis après ça, tu le fais scaler. Fait que tu sais, il donnait l'exemple d'un loup, d'un ballywog, d'un kobold, d'un kenku. C'est pas obligé d'être juste des humains dans des tavernes. Ouais. Fait que moi, j'ai trouvé ça vraiment nice. Par contre, je me permets une première critique. Hey man, come on. Ouais, non, je suis un gars de même. Je trouve qu'il amène cette notion-là de personnage, compagnon, pour comme venir combler les lacunes d'une game ou permettre à des joueurs d'avoir des partenaires de jeu ou pour faire des initiations avec un personnage. Mais honnêtement, là, c'est quand même compliqué. Ils sont quand même complexes, les sidekicks. Fait que, tu sais, moi, je me dis, tant qu'à faire, mettons que tu veux initier quelqu'un, monte un personnage, puis appuie-le dans ses premiers tours de jeu. Puis ma crainte aussi, c'était, je me dis, je joue actuellement une quête avec des joueurs niveau 15, puis les tours de combat sont assez longs, comme dans Critical Role. Rajoute des sidekicks là-dedans par personnage, là. C'est long avant que ça devienne ton tour. Fait que si tu donnes 2 coups d'épée puis tu roules un 2 puis un 4, là, c'est genre 25 minutes avant que tu rejoues ton tour, ça peut être long. Ouais. Fait que c'était ma seule critique à formuler. Voilà. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'en même temps, j'entendais des gens chez Wizard of the Coast qui parlaient justement de cette mécanique-là. Puis ils disaient, est-ce qu'un joueur peut utiliser ça pour s'initier? Peut-être pour 1 ou 2 games, quelqu'un de passage, quelqu'un qui... Hey, ça m'intéresse, D&D, je veux jouer avec vous autres, la gang, ça fonctionne comment? Tu lui donnes un sidekick, ça se résume à un stat block, puis c'est exact. Ça que tu peux faire. T'sais. Mais à la limite de commencer avec un sidekick, mais de le développer rapidement dans une fiche de personnage complète, ça vaut la peine, parce que sinon, c'est ça. Tu manques les petites subtilités, mais tu as la complexité pareille d'en face. Fait que c'est comme... Voilà. C'était mes 4 points intéressants. Puis comme tout
vous tous, tu sais, j'ai trippé sur ce livre-là. J'ai essayé de sortir des highlights. Mais Voilà. beaucoup. Et toi, Francis, tu n'as pas encore parlé. Quels sont tes points forts? Ah, ben écoute, il y en a tellement. Moi, je vais plus vers peut-être ce qui a créé le plus de mouvement dans les discussions au sujet du livre. Ça commence assez directement, puis il y a une petite note au début où on rappelle très, très fortement que c'est à la discrétion du DM que ces choses-là peuvent être appliquées ou non. Donc, DM, respectez-vous, faites-vous confiance. Si vous n'aimez pas ça, vous avez le droit de dire non, OK? Mais la première chose qu'on va parler, c'est ce qu'on appelle la nouvelle création de personnages. Oh yeah. Donc, puis on en discutait un peu avant. Tasha's Cauldron of Everything, il n'y a pas grand-chose qu'on n'a pas vu déjà dans un Unearthed Arcana, dans les espèces de publications que Wizards of the Coast a sorties. Ils en ont sorti tellement, là. Puis c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils étaient en train d'écrire un livre comme ça. Puis ça se retrouve que beaucoup de ce qu'on a déjà vu se retrouve maintenant dans ce livre-là, où ça vient d'une autre source, d'un autre manuel. Puis là, ils ont juste décidé de le mettre dans ce livre-là pour que ce soit tout à raccord. Donc, la création de personnages. Ce que Wizards of the Coast voulait faire, c'est offrir une manière aux gens de créer vraiment le personnage qu'ils veulent. C'est comme ça que c'est écrit. Vous êtes un demi-elfe tiefling, mettons. T'sais? Donc, mais il n'y a pas ça là-dedans. Mais on vous permet de le créer avec un système qui vous permet de répartir des habilités, une règle de score que vous pouvez appliquer, des bonus. En tout cas, il y a toute une mécanique là-dessus qui vous permet vraiment de créer, à la limite, un monstre joueur ou avec certains paramètres. Ouais. Ou juste de pouvoir dire je suis un nain, OK, mais je ne suis pas nécessairement le meilleur avec sa constitution, mais je suis le plus fort et le plus intelligent. Donc, OK, je peux déplacer mes statistiques qui sont normalement attitrées à ces races-là, qu'on essaie tranquillement d'éliminer comme terme, puis de les appliquer dans les statistiques qui nous intéressent. Donc, pour ça, je trouve ça vraiment intéressant. Parce que l'idée, c'est de créer vraiment quelque chose que les gens vont vouloir jouer sur plusieurs heures de temps. Donc, ça, on leur permet déjà de partir du bon pied, puis de donner de la flexibilité au DM pour faire « OK, mais là, je ne sais pas comment faire », mais il y a comme des bons indices là-dedans pour faire ça. Puis ça envoie sur plusieurs bonnes pistes aussi. Fait que je résume vraiment brièvement, mais c'est ça, pas mal, la nouvelle création de personnages. Je pense que c'est couvert sur 2 pages environ. Ça donne plusieurs options de ce qu'on peut faire, puis de règles autour de ça. Ensuite, il y a l'espèce de mécanique qu'on appelle les Optional Class Features, donc les habilités optionnelles de classe. Donc, si votre cléric, quand il atteint tel niveau, normalement, il y avait une aptitude qui est liée avec la classe cléric, on offre des choix pour remplacer ça. Puis, je trouve ça intéressant pour des gens qui jouent à D&D depuis des années, ou même peut-être depuis 2014, quand la 5e édition est sortie, puis que le cléric a toujours eu la même progression, à part pour le domaine, a toujours eu la même progression, mais là, on leur permet de jouer un peu quelque chose d'autre. Un autre genre de cléric qui a telle ou telle habilité, tel truc. Puis ça, pour vrai, je trouve ça cool. Puis ça vient aussi réparer des choses. On offre des options de classe qui permettent de faire « Ah, mais ça, c'était pas optimal, puis là, c'est poche, parce que là, ce niveau-là, il est rendu poche, parce qu'il faut que j'attende 2 autres niveaux pour avoir quelque chose de cool. » Mais non, vous pouvez choisir. Puis ces options-là peuvent être choisies la plupart du temps quand on atteint le niveau 4 ou des niveaux où on permet d'ajuster les scores de niveau ou d'avoir un don ou un feat. Ouais. Donc, dans la progression de vos personnages, ces moments-là sont utilisés de la même manière qu'ils auraient été utilisés de toute façon, au terme de remaniement, puis de bonus, puis de trucs, mais on permet de corriger des tirs. Okay. Puis il y a même des règles intéressantes sur mon cléric, mettons, il change de dieu. C'est cool ça. Qu'est-ce qui se passe? Comment je fais ça? Il y a une règle, il y a une explication de comment procéder avec vos joueurs là-dessus. C'est un livre autant pour les joueurs que pour les DM aussi en passant. Il y a vraiment beaucoup de stock. Un autre élément du livre que moi j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est ce qu'on appelle, il y a carrément un chapitre là-dessus, c'est le chapitre 2, ça s'appelle les Group Patrons. Donc,
moi, je trouve que c'est un outil vraiment intéressant pour les DM et surtout pour la motivation d'aventurier, la motivation de joueur. Parce que souvent, on a des quêtes d'initiation puis on sent que c'est des gens qui sont un peu perdus dans ce monde qui est Donjon Dragon et que le seul moyen de vivre, c'est de tuer des monstres, puis ramasser de l'argent, puis survivre. Alors que Group Patrons apporte une espèce de structure à cette vie-là. Et ce que c'est, en fait, c'est qu'on propose aux aventuriers de joindre, par exemple, une guilde, une organisation, un mécène ou carrément un patron qui va orienter les aventuriers vers des pistes, vers leur aventure ou des buts, des choses, en retour de faveur. Donc, il y a vraiment une description dans le livre de OK, c'est le fun d'être dans une organisation de criminels, mais qu'est-ce que ça me donne, moi, comme aventurier, de rester dans cette organisation de criminels-là? Fait que là, ça peut être autant des réductions sur des achats de matériel, ça peut être la découverte d'informations intéressantes, ça peut être des quêtes qui peuvent se débloquer. Il y a plein de pistes de solutions là-dedans qui, moi, je trouve vraiment intéressantes. Surtout si on veut installer une espèce de sentiment de devoir dans les quêtes. Puis un bon exemple là-dedans, je pense, c'est pour ceux qui sont familiers avec justement la série Critical Role, le Cobalt Soul, cette espèce de grande organisation de gens qui sont pour le savoir, puis qui ont des gens qui sont membres de cette organisation-là ou pas, ben ils ont quand même une vocation d'aller fouiller puis d'aller chercher l'information. Puis ça leur donne des avantages au niveau de leur réputation puis de tout ça. C'est un peu ça, les Group Patrons. Puis je pense que c'est quelque chose qui méritait d'être bien structuré puis qui est bien offert là-dedans. C'est quelque chose, par exemple, qui avait été abordé, je crois, dans Descent into Avernus ou Eberron, mais on a mis beaucoup de choses plus claires là-dedans puis beaucoup d'options différentes au niveau des Group Patrons. Puis la dernière chose que je veux parler, c'est l'arrivée officielle du Artificer dans le monde de Donjon Dragon, Faerun, Forgotten Realms. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Artificer, parce que vous avez le PHB, puis Artificer, c'est moitié un spellcaster, moitié un guerrier, si on veut. C'est quelqu'un qui se sert de son intelligence, donc une nouvelle classe qui peut se servir prédominamment de son intelligence, comparé à toutes les autres qui se servent du charisme pour faire de la magie. C'est une classe qui fait la conception d'invention, la conception d'objets qui va lui permettre de canaliser puis d'utiliser cette magie-là qu'il y a autour de lui. Moi, dans ma tête, les gnomes sont des excellents personnages qui pourraient être des artificers à cause de leur manière de construire puis de créer des inventions, des trucs comme ça. Puis cette classe-là est déclinée en plusieurs sous-classes. Ce qu'on a, c'est dans le fond, c'est la version d'Eberron, parce que c'est une classe qui était avant exclusive à cet univers-là. Et on a ajouté une sous-classe qui avait été en test dans un Unearthed Arcana. Donc, en gros, ce que vous pouvez être un inventeur qui se spécialise dans l'invention de potions. Vous créez des potions que vous lancez à vos ennemis, puis ça fait des explosions, par exemple. Vous pouvez être artillerist, qu'on appelle. Donc, vous avez des guns, vous avez des canons que vous traînez, puis que c'est comme des gros bazookas de magie. Vous avez le armorer. Vous êtes Iron Man dans D&D. Vous avez une armure qui crée qui est infusée de magie que vous pouvez carrément envoyer partout des sorts, puis des habilités, puis booster vos sauts, puis plein d'affaires. C'est vraiment malade. C'est tellement flyé. C'est ouais. pas de bon sens. Puis, moi, une sous-classe que j'ai essayé, le Battlesmith, que je trouve vraiment intéressante, c'est un peu un ranger magique. C'est que vous créez des inventions qui sont des compagnons. Donc, vous allez avoir, par exemple, des loups en métal qui vous suivent, que vous pouvez, qui sont là pour vous défendre puis vous aider en combat, autant que des homunculus, des petits robots qui peuvent faire du repérage puis envoyer partout. Mais vous êtes un pro des batailles, vous êtes tactique, c'est ça. Puis Artificer, ce qu'ils ont, c'est que dès le premier niveau, c'est incroyable ce qu'ils peuvent apporter dans un party avec ce qu'on appelle les infusions. C'est carrément, ils recréent des items magiques. Donc, niveau 2, ben, je me crée un bag of holding. Je me crée de ce genre d'items-là qui peuvent aider mon party et moi. C'est vraiment une classe intéressante. Puis au niveau de
toute la saveur que vous pouvez donner à vos personnages. Ça peut être des savants fous, comme ça peut être juste des scientifiques très sérieux. Ça peut juste être quelqu'un, un ramancheux qui ramasse 2 pattes de chaise puis qui est rang magique, puis d'un coup, ça devient une épée plus 1, là, tu sais, genre, comme des trucs comme ça se peut. Fait que Artificer apporte ça, cette espèce de côté délirant dans D&D que j'aime. Puis c'est pas mal ça, moi, mes 4 points. Ouais. Fait que... Et plot twist, je joue Artificer dans une game d'Eberron. Ah et oui. je suis un battlesmith, celui qui se bat avec une espèce de gros compagnon. Puis, god damn que c'est fort. C'est tellement une classe qui est quand même vraiment forte. Pour vrai, là, c'est all around, ça peut tout faire, puis ça peut faire la job de n'importe qui dans un... C'est un peu comme le Mario Bros, si on veut, de D&D, dans le sens que genre... Tu sais, exemple, quand vous jouez à Mario Tennis, là, vous prenez Mario, il est comme correct dans tout, là. Ben, c'est genre ça. Mais pas juste le fun, pas juste fort, ça a l'air le fun. Oui, vraiment. Vraiment, pour de vrai, oui. J'ai beaucoup de plaisir. Mais juste tu m'as eu à loup de métal. Ouais, c'est ça. Temps-là, c'est parti. Moi, loup de métal, gars, c'est fait, là. C'est fait, là. Je sais que c'était mon compagnon, moi, au moment où je jouais la partie. Puis, mon Dieu, que c'était le fun de... Mais ce qui est le fun, c'est que le DM peut ajouter des twists là-dessus, genre... OK, parce que le moment donné que le Steel Defender, qu'on appelle l'espèce de compagnon-là, tombe au combat, faut que tu le répares. Fait que c'est pas instantané. Fait qu'il faut qu'il y ait du temps, puis il faut qu'il investisse des ressources, des trucs comme ça. C'est cool. C'est ce que j'allais dire. Ça doit être assez... ça doit consommer quand même beaucoup des ressources d'un party, comme personnage. Ben, semi. Je pense qu'il y a des choses qui sont plus innées. Dans la description de la classe, on dit qu'il fait des infusions magiques, mais je pense que ce personnage-là a une source de magie à l'intérieur de lui, une connaissance magique qui est obligé de canaliser dans des choses. Fait que je pense que c'est plus comme ça que c'est interprété la majorité du temps. T'sais. Mais pour vrai, sky's the limit, je pense, avec ce que Tasha, Scoldren of Everything, offre. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Pour cet épisode de Coup Critique consacré à Tasha Scoldren of Everything. Merci à Félix-Antoine. Merci Pierre-Philippe. Merci à Annabelle. Encore une fois, bienvenue parmi nous. Merci encore. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes. On est sur Twitter, Instagram, Facebook. Vous nous écoutez probablement présentement sur YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Nous avons un Patreon. Donc, vous pouvez chercher Coup Critique sur Patreon pour la modique somme de 3$ par mois. Vous devenez un aventurier Coup Critique et vous avez accès à toutes nos vidéos d'avance. Donc, si vous écoutez ça en ce moment que vous êtes membre Patreon, vous voyez déjà notre critique avant tout le monde de notre communauté. Wow. Et on vous dit merci. Oui, merci beaucoup à la communauté d'ailleurs d'être toujours là au rendez-vous. Merci beaucoup. Vraiment. On a bien du fun à délirer avec vous sur le jeu de rôle. Sur ce, à la prochaine tout le monde. Ciao!